Il existe un moment précis que tout le monde connaît, mais que personne n'admet. C'est cet instant juste après une explosion, lorsque les mots acerbes ont déjà quitté la bouche, lorsque le cri a résonné dans la pièce, lorsque le poing a frappé la table. Un moment de silence absolu, où le temps semble suspendu et où quelque chose d'indéfinissable se brise dans l'air. Ce n'est pas seulement la gêne qui fait mal, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la prise de conscience soudaine que devant toutes les personnes présentes, nous venons de révéler notre vérité la plus humiliante. Nous ne nous contrôlons même pas nous-mêmes. Le regard des gens change. Il n'y a plus le respect d'avant, cette qualité indéfinissable qui nous faisait nous sentir dignes, fiables, solides. À la place, quelque chose surgit qui nous ronge de l'intérieur. La pitié mêlée à la peur. La pitié pour quelqu'un qui ne parvient pas à se contrôler. La peur de quelqu'un d'imprévisible. Mais jamais, au grand jamais, le respect. Et puis vient le discours réconfortant que notre époque nous offre comme un baume. C'est humain de ressentir. Vous êtes authentique. Réprimer ses émotions est mauvais pour la santé. Des mots doux qui tentent de transformer notre faiblesse en vertu, notre manque de contrôle en honnêteté émotionnelle. Notre société a créé tout un discours qui célèbre l'explosion, qui romantique le manque de contrôle, qui transforme l'incapacité à se gouverner en signe de profondeur. Mais il y a une vérité que notre société émotionnelle refuse d'affronter. Une vérité que Nietzsche a comprise avec une brutalité lucide. Celui qui ne se maîtrise pas ne mérite de rien. Et ceux qui vivent à la merci de leurs propres tempêtes intérieures sont condamnés à une existence insignifiante, prévisible, manipulable. Car il existe une différence abyssale entre ressentir profondément et être esclave de ce que l'on ressent. Entre avoir des émotions intenses et être possédé par elles. Entre être humain et être otage de sa propre humanité. Entre choisir comment réagir et être emporté par chaque impulsion qui surgit. Il ne s'agit pas ici de réprimer ses sentiments ou de devenir une version robotique de soi-même. Il s'agit de quelque chose d'infiniment plus nécessaire et dangereux. Comment transformer le chaos qui habite chacun de nous en un pouvoir authentique? Comment cesser d'être sculpté par ses propres émotions et commencer à les sculpter? Comment reconquérir la souveraineté perdue sur son propre royaume intérieur? Car peut-être que le vrai problème n'est pas de ressentir trop. Le vrai problème est peut-être d'avoir complètement perdu la capacité de contrôler ce qui se passe en nous. Notre époque a créé l'un des mensonges les plus séduisants de l'histoire humaine. Un mensonge si bien élaboré qu'il a été vendu comme une libération, une autonomisation, une évolution. Le mensonge selon lequel être émotionnel, c'est être authentique. Nous marchons dans les rues en portant cette croyance comme un talisman sacré. Je suis une personne intense. Je ressens tout très profondément. Je ne réprime rien. Comme si l'intensité émotionnelle était une médaille d'honneur, un certificat de profondeur humaine, une preuve que nous sommes plus réels que les autres. Il existe tout un langage que nous avons appris à utiliser pour justifier notre manque de contrôle. J'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Je ne peux pas être faux avec moi-même. Au moins, je suis transparent. Et quand quelqu'un remet en question une explosion, une réaction disproportionnée, un moment de perte de contrôle total, la réponse vient automatiquement. Tu préfères que je mente, que je cache qui je suis vraiment. Et lorsque nous explosons, lorsque nous crions sur notre partenaire lors d'une dispute banale, lorsque nous pleurons de manière incontrôlable lors d'une réunion de travail, lorsque notre voix tremble de colère face à une provocation minime, lorsque nous insultons les autres dans la circulation comme si notre vie en dépendait, nous avons toujours une justification toute prête. Au moins, je suis sincère. Au moins, je ne suis pas hypocrite comme ces gens qui cachent tout. Mais observez ce qui se passe ensuite. Observez les yeux des personnes autour de vous. Y a-t-il de l'admiration? Y a-t-il du respect? Ou y a-t-il quelque chose de très différent? Un mélange de malaise, de pitié, et plus douloureux encore, une distance soudaine. Les gens commencent à marcher sur des œufs autour de ceux qui sont trop émotifs. Ils commencent à éviter certains sujets, certaines provocations, certaines conversations. Car il y a quelque chose que tout le monde perçoit instinctivement, même sans pouvoir le nommer. Celui qui ne contrôle pas ses propres émotions déclare au monde entier que n'importe qui peut le contrôler. Il porte sur sa poitrine une pancarte invisible. Voici mes boutons émotionnels. Appuyez dessus quand vous voulez. Et cela est terrifiant pour ceux qui l'entourent, car cela signifie vivre avec quelqu'un de complètement prévisible dans son imprévisibilité. La culture moderne a transformé cette vulnérabilité en vertu. Elle a créé un culte de l'explosion émotionnelle, de la vérité des sentiments, de l'exposition totale de l'âme. Elle a transformé la thérapie en philosophie de vie, appris des concepts sur l'importance de reconnaître les émotions et les a déformés en une croyance dangereuse, que toute émotion doit être immédiatement exprimée, sans filtre, sans considération pour le contexte ou les conséquences. Et des millions de personnes intelligentes, sensibles et bien intentionnées ont adhéré à ce discours parce qu'il offrait quelque chose d'irrésistible.
la permission d'arrêter de lutter contre elle-même, la permission d'être petit sous le couvert de la grandeur, la permission de vivre en mode automatique sous le couvert de la conscience. Nous avons créé toute une génération qui confond maturité émotionnelle et immaturité déguisée en honnêteté, qui confond profondeur et incapacité à se contrôler, qui confond être humain et être esclave de sa propre humanité. Une génération qui croit sincèrement que crier, c'est être vrai, qu'exploser, c'est être courageux, que perdre le contrôle, c'est être authentique. Mais Nietzsche savait quelque chose que notre époque a oublié. Il savait qu'il existe une différence abyssale entre ressentir et être ressenti, entre avoir des émotions et être possédé par elles, entre exprimer son authenticité et être esclave de ses pulsions. Pour lui, ce que notre culture appelle authenticité émotionnelle n'était qu'une autre forme d'esclavage, un esclavage plus subtil, plus accepté socialement, mais tout aussi destructeur pour l'esprit humain. Pour lui, la véritable authenticité ne résidait pas dans l'explosion incontrôlée, mais dans la capacité souveraine de choisir. Choisir quand ressentir, comment ressentir, quand exprimer, quand se contenir. Choisir d'être le chef d'orchestre de sa propre symphonie émotionnelle, et non pas seulement un instrument joué par des forces extérieures. La véritable authenticité était la souveraineté sur soi-même. C'était la capacité d'utiliser les émotions comme des instruments raffinés, et non pas d'être utilisé par elles comme une marionnette. Et c'est là que réside la profonde tragédie de notre époque. Nous confondons libération et libertinage émotionnel. Nous confondons évolution et régression vers un état primitif où les pulsions dominent la raison. Nous vendons comme progrès humain ce qui est en réalité un retour à l'état animal, où la réaction remplace l'action consciente, où l'instinct massacre l'intelligence. Combien de personnes brillantes, talentueuses, aimantes, ont perdu des occasions qui ne reviendront jamais parce qu'elles croyaient qu'exploser était être vrai. Combien de carrières prometteuses ont été détruites par un moment d'honnêteté émotionnelle lors d'une réunion cruciale? Combien de relations qui auraient pu durer des décennies ont pris fin non pas par manque d'amour, mais par excès d'authenticité incontrôlée? Combien d'amitiés précieuses ont été perdues parce que quelqu'un a décidé que dire la vérité était plus important que de tenir compte du moment, du contexte, de la délicatesse nécessaire? Le plus douloureux, c'est que beaucoup de ces personnes, dans le silence de l'aube, le savent. Elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans cette équation. Elles savent que malgré toute leur authenticité, elles perdent quelque chose d'essentiel dans la vie. La capacité d'inspirer une confiance sincère, de susciter un respect naturel, d'influencer positivement le monde qui les entoure. Car personne ne fait pleinement confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même. Et comment avoir confiance en soi quand on ne contrôle pas ses propres réactions? Comment se respecter quand on vit comme un bateau sans ancre dérivant sur une mer d'émotions? Comment diriger les autres quand on n'arrive même pas à contrôler ses propres pulsions les plus élémentaires? La vérité que notre culture émotionnelle refuse d'affronter est simple et brutale. Le respect ne s'obtient pas par des explosions. L'admiration ne naît pas du manque de contrôle. L'autorité ne se construit pas sur des tempêtes intérieures mal maîtrisées. Le leadership n'émerge pas du chaos émotionnel, aussi authentique que ce chaos puisse paraître aux yeux de ceux qui le vivent. Mais alors, cela signifie-t-il que nous devrions devenir des robots émotionnels? Cela signifie-t-il que la solution consiste à tout étouffer, tout réprimer, devenir une version froide et calculatrice de nous-mêmes? Que voyait exactement Nietzsche lorsqu'il parlait de contrôle émotionnel? Au sein de chaque être humain existe un royaume sauvage. Un territoire où des forces primitives circulent comme des animaux féroces, où des tempêtes se forment sans prévenir, où des tremblements de terre émotionnels peuvent tout dévaster en quelques secondes. Nietzsche regardait ce chaos intérieur non pas avec horreur, mais avec fascination. Pour lui, ce n'étaient pas des imperfections à éliminer, mais des puissances brutes attendant un maître. Imaginez la colère comme un dragon endormi dans votre poitrine. La plupart du temps, il repose en silence, presque imperceptible. Mais il suffit d'un mot mal placé, d'un geste de mépris, d'une injustice perçue pour que la créature se réveille. Le cœur s'emballe, le sang bout, les poings se serrent instinctivement. C'est comme si quelque chose d'ancestral, de pré-civilisationnel prenait possession de tout le corps. Et à ce moment crucial, deux choses peuvent se produire. Soit le dragon sort de sa caverne et ravage tout autour de lui, la conversation se transforme en cri, les mots deviennent des armes, les relations sont incendiées. Soit quelqu'un reste ferme à l'entrée de la caverne, reconnaît la force de la créature, mais décide quand et comment elle peut se manifester. La plupart des gens vivent le premier scénario à plusieurs reprises. Le dragon émerge, cause la destruction, puis viennent les regrets, les justifications, les rationalisations. Je ne voulais pas dire ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a provoqué. Comme s'ils étaient victimes de quelque chose d'extérieur, alors qu'en réalité, ils ont été dominés par quelque chose qui habite en eux. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette dynamique.
Quand quelqu'un perd le contrôle à plusieurs reprises, les personnes qui l'entourent commencent à cartographier ces explosions. Elles commencent à identifier les déclencheurs, les schémas, les signes annonciateurs de la tempête. Et alors, quelque chose de terrible se produit. Cette personne devient complètement prévisible dans son imprévisibilité. Le patron sait exactement quel mot utiliser pour déstabiliser l'employé explosif. Le partenaire amoureux sait sur quel bouton appuyer pour provoquer une réaction. Les amis commencent à marcher sur des œufs, évitant certains sujets, certaines blagues, certaines vérités. Et le plus ironique, celui qui croyait être authentique devient le plus manipulable de tous. Car Nietzsche avait une compréhension brutale du pouvoir. Celui qui ne maîtrise pas ses propres forces internes est destiné à être dominé par les autres. Il est impossible de respecter quelqu'un qui vit à la merci de ses propres émotions, tout comme il est impossible de respecter un roi qui ne parvient pas à gouverner son propre royaume. La peur opère de manière tout aussi dévastatrice, mais avec une cruauté différente. Elle surgit comme un brouillard glacial qui paralyse les membres, rend la voix tremblante, fait fuir le regard. Et quand quelqu'un se laisse gouverner par la peur, il perd non seulement des opportunités, mais aussi sa propre dignité. Il devient petit face à la vie, évitant les risques nécessaires, fuyant les conversations difficiles, acceptant moins que ce qu'il mérite. Observez comment la peur se manifeste dans la vie moderne. La personne qui ne demande jamais d'augmentation parce qu'elle a peur du rejet. L'individu qui reste dans des relations toxiques parce qu'il a peur de la solitude. Celui qui ne poursuit pas ses rêves parce qu'il a peur de l'échec. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un geôlier invisible qui maintient des millions de personnes prisonnières d'une vie plus petite que celle qu'elles pourraient avoir. La tristesse profonde a sa propre forme de tyrannie. Elle arrive comme une pluie qui ne s'arrête jamais, trempant tout, rendant chaque mouvement lourd, chaque pensée sombre. Et quand quelqu'un se noie dans cette tristesse, il cesse d'être une personne sur laquelle les autres peuvent compter. Il devient un trou noir émotionnel qui aspire l'énergie de tous ceux qui l'entourent. Mais le plus dangereux de tous est peut-être l'envie déguisée en justice sociale. Cette force corrosive qui murmure constamment que les autres ne méritent pas ce qu'ils ont, que le monde est injuste, que nous sommes toujours victimes des circonstances. L'envie est l'acide qui ronge l'âme de l'intérieur, transformant le potentiel créatif en ressentiment destructeur. Mais voici l'idée la plus troublante de Nietzsche. Toutes ces forces, la colère, la peur, la tristesse, l'envie, le désir, ne sont pas des ennemis en soi. Elles sont porteuses d'une énergie vitale, créative, transformatrice. Le problème n'a jamais été d'éprouver ces émotions. Le problème est d'être possédé par elles. C'est comme avoir un arsenal d'armes puissantes, mais ne pas savoir comment les utiliser. La colère peut se transformer en courage inébranlable lorsqu'elle est dirigée consciemment. La peur peut se transformer en prudence stratégique lorsqu'elle est bien comprise. La tristesse peut générer une profondeur compatissante lorsqu'elle est traitée avec sagesse. Même l'envie peut être transformée en inspiration pour grandir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans cette conversation vous semble familier. Peut-être reconnaissez-vous votre propre schéma, votre propre combat, votre propre frustration silencieuse. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que nous portons tous ces forces sauvages en nous. La question que posait Nietzsche n'était pas de savoir comment éliminer ces puissances intérieures, mais comment les transformer en instruments de pouvoir personnel. Comment faire de la colère une source de détermination inébranlable. Comment transformer la peur en sagesse stratégique. Comment convertir la tristesse en profondeur émotionnelle authentique. Comment transformer même l'envie en carburant pour le dépassement de soi. Car il existe une différence fondamentale entre être mu par ses émotions et utiliser ses émotions pour agir. Entre être esclave de ses forces intérieures et être l'alchimiste qui les transforme. Entre vivre en réagissant à ce qui surgit en nous et vivre en créant consciemment à partir de ce qui surgit en nous. Mais cela nécessite quelque chose que notre époque a presque complètement perdu. La compréhension que nous sommes responsables non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous devenons. Que notre personnalité n'est pas une destinée fixe, mais une œuvre d'art en constante construction. Que nous pouvons choisir qui nous sommes à chaque instant, à chaque décision. Et c'est précisément là qu'émerge la distinction la plus importante de la philosophie nietzschéenne. La différence entre deux types fondamentaux d'êtres humains. Ceux qui réagissent au monde et ceux qui agissent sur le monde. Ceux qui sont façonnés par les circonstances et ceux qui façonnent les circonstances. Il existe une ligne invisible qui traverse l'humanité. Une frontière qui sépare non pas les riches des pauvres, les intelligents des ignorants, les jeunes des vieux, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ceux qui vivent en réagissant et ceux qui vivent en agissant. L'homme réactif est comme un thermomètre humain. Sa température interne change en fonction de l'environnement. Quand quelqu'un le félicite, il s'enflamme de fierté. Quand quelqu'un le critique, il sombre dans la dépression ou explose de rage. Quand il fait beau, il sourit. Quand il pleut, il se déprime.
Toute son existence est une réponse perpétuelle à ce qui se passe à l'extérieur de lui. Observez ce type de personne au cours d'une journée ordinaire. Le matin, elle se réveille et vérifie immédiatement ses messages sur son téléphone portable. S'il y a quelque chose de positif, la journée commence bien. S'il y a quelque chose de négatif, son humeur est déjà gâchée avant même le café. Dans la circulation, chaque klaxon est une offense personnelle. Au travail, chaque mot du patron est interprété comme une approbation ou un rejet. À la maison, chaque geste de son partenaire détermine si la soirée sera bonne ou mauvaise. L'homme réactif vit dans des montagnes russes émotionnelles constantes, mais il ne se rend pas compte qu'il construit lui-même les rails. Il croit que ses émotions sont les conséquences naturelles d'événements extérieurs, alors qu'en réalité, ce sont des choix inconscients qui sont devenus des habitudes automatiques. Il a développé un système d'exploitation interne où tout ce qui se passe à l'extérieur détermine ce qu'il ressent à l'intérieur. Cette personne devient l'esclave de 1000 petits tyrans quotidiens. La file d'attente à la banque, la remarque ironique d'un collègue, le retard de l'ascenseur, le silence ambigu de son partenaire. Chaque micro-événement a le pouvoir de détourner son état émotionnel pendant des heures. Et elle accepte cela comme naturel, comme inévitable, comme humain. Et il y a quelque chose de profondément tragique dans cette existence. L'homme réactif ne crée jamais rien de vraiment original. Il est toujours trop occupé à répondre, à se défendre, à se justifier, à s'adapter. Son énergie vitale est entièrement consommée par la tâche de réagir au monde, ne laissant que peu ou rien pour la tâche de construire quelque chose qui lui est propre. Observez comment cela se manifeste dans la vie pratique. Au travail, il est toujours en train de courir après les problèmes que d'autres ont créés, toujours en train d'éteindre des incendies, toujours en train de répondre à des crises. Dans ses relations, il est toujours en train d'expliquer ses sentiments, toujours en train de justifier ses réactions, toujours en train de s'excuser pour ses explosions. Dans sa vie personnelle, il est toujours en train de s'adapter aux circonstances, toujours en train de changer ses plans en fonction de son humeur du moment. Nietzsche voyait dans ce type de personne un gaspillage colossal de potentiel humain, car derrière toute réactivité se cache une force vitale authentique qui est gaspillée. C'est comme un fleuve puissant qui, au lieu d'actionner des moulins et de produire de l'énergie, tourne en rond, ne créant que des turbulences. C'est du talent qui est brûlé dans la fournaise de la réponse émotionnelle automatique. L'homme actif, en revanche, est comme un soleil. Il génère sa propre lumière, sa propre chaleur, sa propre énergie. Les circonstances extérieures peuvent varier, mais sa source interne reste constante. Lorsqu'il est provoqué, il peut choisir d'ignorer, de répondre stratégiquement ou d'utiliser la provocation comme carburant pour quelque chose de plus grand. Lorsqu'il est complimenté, il le reçoit avec élégance, mais ne dépend pas de cela pour se sentir valorisé. Lorsqu'il est critiqué, il évalue s'il y a quelque chose d'utile dans la critique et rejette le reste. Ce type de personne a une qualité magnétique difficile à définir, mais impossible à ignorer. Il y a en elle une solidité, une fiabilité, un sentiment qu'elle ne sera pas facilement ébranlée par les vents de la circonstance. Et c'est cette qualité qui suscite un respect sincère chez les autres. Les gens font instinctivement confiance à ceux qui font preuve de maîtrise de soi, car le respect, au fond, est la reconnaissance de la force. Et la force, pour Nietzsche, n'était pas la force physique ou l'agressivité, mais la capacité à rester centré sur soi-même indépendamment de ce qui se passe autour. C'est la capacité à générer ses propres valeurs plutôt que de simplement adopter des valeurs externes. C'est la capacité à créer plutôt que de simplement réagir. L'homme actif observe ses propres émotions comme un scientifique observe les phénomènes naturels. Il ressent de la colère, mais se demande « Cette colère est-elle utile maintenant ? M'aide-t-elle à atteindre mes objectifs ou me satisfait-elle seulement momentanément ?» Il ressent de la peur mais se demande « Cette peur me protège-t-elle d'un danger réel ou m'empêche-t-elle seulement de grandir ?» Il ressent de la tristesse mais évalue « Cette tristesse a-t-elle quelque chose à m'apprendre ou me paralyse-t-elle seulement ?» Et voici l'idée la plus révolutionnaire. L'homme actif ne ressent pas moins que l'homme réactif. En fait, il ressent souvent plus profondément, avec plus de nuances. La différence est qu'il ressent consciemment, choisit consciemment, exprime consciemment. Ses émotions deviennent des instruments raffinés et non des marteaux incontrôlés. C'est comme la différence entre être emporté par un courant et naviguer consciemment sur le même fleuve. L'eau est la même, la force est la même, mais l'expérience est complètement différente. L'une est le chaos, l'autre est l'art. L'une est la survie, l'autre est la création. Mais passer de réactif à actif n'est pas un processus simple ou rapide. Cela nécessite quelque chose que notre culture de gratification instantanée nous a appris à mépriser, la discipline intérieure. Cela exige le courage d'assumer l'entière responsabilité de sa vie émotionnelle, sans blâmer les circonstances, les autres ou le passé. Cela exige d'accepter que quoi qu'il arrive autour de soi, la réponse intérieure est toujours un choix. Et cela exige, plus que tout, ce que Nietzsche considérait comme la force motrice de toute grandeur humaine,
la volonté de puissance. Non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi-même. Le pouvoir de devenir qui on choisit d'être, plutôt que d'accepter simplement qui on est devenu. Le pouvoir de sculpter son âme comme un artiste sculpte le marbre. Car en fin de compte, la différence entre l'homme réactif et l'homme actif n'est pas une question de talent, d'intelligence ou de chance. C'est une question de choix. Le choix fondamental de vivre en tant qu'auteur de sa propre existence ou en tant que personnage secondaire dans l'histoire des autres. Le choix de commander ou d'obéir à ses propres émotions. Mais ce choix s'accompagne d'une responsabilité que beaucoup préfèrent éviter. La responsabilité de se gouverner complètement soi-même. Il y a un moment dans la vie de chaque être humain où le masque tombe. Pas le masque social que nous portons pour les autres, mais celui qui est plus intime, le masque que nous portons pour nous-mêmes. C'est lorsque nous cessons de prétendre être victimes de nos propres émotions et que nous reconnaissons une vérité dérangeante. Nous avons toujours été aux commandes. Toujours. Chaque explosion de colère que nous ne pouvions pas contrôler était un choix. Chaque moment de peur paralysante qui nous dominait était une décision. Chaque plongée dans la tristesse qui nous entraînait était une capitulation consciente déguisée en inévitabilité. La seule différence est que ces choix ont été faits si rapidement, si automatiquement, que nous avons oublié qu'il s'agissait de choix. Et cette découverte est à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle signifie que nous avons le pouvoir. Terrifiante parce qu'elle signifie que nous avons l'entière responsabilité. Il n'y a plus personne à blâmer. Aucune circonstance extérieure à rendre responsable. Aucune nature émotionnelle immuable pour justifier notre petitesse. Nietzsche savait que peu de gens ont le courage d'accepter cette révélation. La plupart préfèrent l'illusion réconfortante d'être victimes de leurs propres émotions plutôt que d'accepter le poids écrasant d'en être totalement responsable. Car être responsable signifie qu'il n'y a plus d'excuses. Cela signifie que chaque moment de perte de contrôle était un choix d'abandonner son propre pouvoir. Mais pour ceux qui parviennent à franchir ce portail de conscience brutale, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils découvrent que contrôler ses émotions ne signifie pas les réprimer ou les nier, mais les transformer en art. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique complexe qui a toujours été là, mais que nous n'avons jamais su utiliser. La colère cesse d'être un incendie destructeur pour devenir un feu sacré qui forge une détermination inébranlable. La peur cesse d'être une paralysie pour devenir un radar interne qui détecte où nous devons grandir. La tristesse cesse d'être un naufrage pour devenir une profondeur qui permet de comprendre la douleur des autres. Chaque émotion révèle son visage caché, son utilité secrète, son potentiel transformateur. Et puis quelque chose d'encore plus profond émerge, le respect. Non pas le respect forcé que l'on exige des autres, mais le respect sincère que l'on gagne silencieusement. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent. Il y a une solidité, une fiabilité, une force silencieuse qui émane de ceux qui se maîtrisent. Il est impossible de définir exactement ce que c'est, mais tout le monde le ressent. C'est la différence entre une maison construite sur du sable et une maison construite sur du roc. Les deux peuvent sembler similaires de l'extérieur. Mais lorsque les tempêtes arrivent, une seule reste debout. Et les gens, instinctivement, cherchent refuge auprès de ceux qui font preuve de cette stabilité intérieure. Car au fond, nous savons tous reconnaître la vraie force. Pas la force théâtrale de ceux qui crient le plus fort ou frappent le plus fort, mais la force silencieuse de ceux qui restent centrés quand tout autour d'eux est chaos. La force de ceux qui parviennent à garder leur lucidité quand les autres perdent la raison. La force de ceux qui transforment la pression en diamant, au lieu de la laisser créer seulement de la poussière. Mais le plus beau dans tout ce parcours est peut-être de découvrir que le contrôle émotionnel ne diminue pas l'intensité de la vie, il l'augmente. Lorsque vous n'avez plus besoin de dépenser votre énergie à réagir automatiquement à chaque stimulus, il vous reste une quantité incroyable de force vitale pour créer, pour aimer profondément, pour vivre avec une intensité consciente que peu de gens connaissent. C'est comme la différence entre être un bateau à la dérive et être un navire qui va dans une direction. L'océan reste vaste, les vagues restent puissantes, mais vous naviguez désormais avec un but. Chaque tempête devient une occasion de démontrer votre maîtrise. Chaque accalmie devient un moment de préparation pour de grandes navigations. Et dans le silence de cette maîtrise intérieure, émerge quelque chose que notre époque a presque complètement perdu, l'autorité authentique. Non pas l'autorité imposée par des postes ou des titres, mais l'autorité naturelle de ceux qui ont prouvé à eux-mêmes qu'ils peuvent gouverner le territoire le plus difficile de tous, leur propre cœur. Cette autorité n'a pas besoin de s'annoncer, elle n'a pas besoin de se défendre, elle n'a pas besoin de se justifier. Elle est simplement là, et dans son silence puissant, elle porte une vérité qui résonne au-delà des mots. Celui qui se maîtrise lui-même n'a pas besoin de maîtriser qui que ce soit d'autre. Car en fin de compte, le respect que nous recherchons tant chez les autres commence toujours au même endroit, dans le respect que nous avons pour nous-mêmes. Et ce respect ne naît que lorsque nous prouvons, à maintes reprises,
que nous sommes dignes de notre propre confiance, que lorsque nous nous promettons quelque chose, nous tenons parole, que lorsque nous décidons comment nous allons réagir, nous tenons notre parole. C'est dans ce moment silencieux de reconnaissance intérieure que nous comprenons la vérité la plus profonde de toutes. Nous n'avions pas besoin du respect des autres pour être complets. Nous avions besoin de notre propre respect, et il était toujours là, attendant que nous ayons suffisamment de courage pour le mériter. Dans quel domaine ressentez-vous le plus le besoin de reprendre le contrôle de vous-même? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller avec cela? Si vous voulez passer à l'étape suivante et appliquer réellement ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc sont prêts pour vous. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas, le succès est une décision. Le choix vous appartient. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.